Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. C'est tout de même un coup de tonnerre qui est arrivé dans une affaire extrêmement sensible dans les hautes sphères de ce monde. Ghislaine Maxwell, fille du magnat britannique de la presse Robert Maxwell, la mondaine, comme beaucoup la nomment, la compagne et est devenue la complice de Jeffrey Epstein, le fameux prédateur sexuel qui attirait les mineurs, entre autres sur son île de Little St. James Island dans les Caraïbes. Il y invite également d'ailleurs des personnalités très prestigieuses, on va y revenir. Eh bien, Ghislaine Maxwell a été condamnée la semaine dernière, mardi 28 juin, à 20 ans de prison pour trafic sexuel de mineurs pour le compte du financier américain Jeffrey Epstein. L'attente des victimes était, il faut le dire, très très importante, alors que le procès de Jeffrey Epstein s'était arrêté en cours puisque Jeffrey Epstein est mort dans sa cellule, officiellement mort de pendaison. Bon, précisons tout de même que c'était une prison ultra sécurisée et qu'au moment de sa mort, aucune ronde n'avait été effectuée, les 2 caméras ne fonctionnaient pas, on n'a donc pas plus d'informations sur sa mort. En tout cas, il est mort avec nombre de ses secrets et donc ce procès a été empêché. Une autre pendaison donc a eu lieu dans cette affaire, il faut le noter, cette fois-ci en France. Et cette année, Jean-Luc Brunel, l'ancien agent de mannequin, écroué pour plusieurs viols sur mineurs dans la participation au trafic sexuel de mineurs du réseau Epstein, a été retrouvé lui pendu dans sa cellule à la prison de La Santé à Paris le samedi 19 février 2022. Et la famille de Ghislaine Maxwell, qui vient d'être condamnée, d'ailleurs s'est dite inquiète pour la santé de Ghislaine Maxwell, s'inquiétant de ses pendaisons à répétition. Ian Maxwell, le frère Maxwell, s'est exprimé lors d'une interview au New York Post en disant « C'est vraiment choquant, encore un mort par pendaison dans une prison de haute sécurité. Je suis perplexe, c'est un choc total. » Ian dit craindre pour la sécurité de sa jeune sœur. Et en fait, il y a de quoi, parce que Ghislaine Maxwell serait en possession d'énormément d'informations, évidemment d'une collection de vidéos également montrant des actes sexuels, selon un de ses amis. Des personnalités influentes seraient identifiées sur ces enregistrements. Et si Ghislaine tombe, dit cet ami, elle s'assurera d'emporter le plus de monde possible dans sa chute. En attendant, la justice a quand même rendu cette décision et c'est un signal très fort. Le procureur fédéral du tribunal de Manhattan, où la juge Alison Nathan a rendu son jugement, voilà ce qu'il a déclaré. La peine prononcée aujourd'hui rend Ghislaine Maxwell responsable d'avoir commis des crimes odieux contre des enfants. Cela envoie un message fort. Personne n'est au-dessus des lois. Et il n'est jamais trop tard pour la justice. En effet, c'est un message fort. Alors, est-ce que finalement, la justice sera rendue dans cette affaire de réseau pédocriminel, on n'y croyait plus vraiment, qui touche des personnalités de très haut niveau, qui semblaient intouchables? On en parle, et on en parle dans cette table ronde avec Laurence Beneux, qui va arriver d'une seconde à l'autre, et Jacques Thomet. Bonjour Jacques Thomet. Bonjour. Vous êtes journaliste, ancien rédacteur en chef à l'AFP et auteur de ce livre « La pédocratie à la française » aux éditions Faber. Est-ce que d'abord vous avez une réaction par rapport à cette décision de justice? Vous vous y attendiez, vous, ou pas? Ah oui, c'était tout à fait prévisible. Même je m'attendais à ce que cette peine de prison soit beaucoup plus forte. Et compte tenu de tout ce qui était reproché à Ghislaine Maxwell, Oui. mais ce qui est grave, c'est que non seulement cette peine n'est vraiment pas forte, mais en plus, et là, on commence à peine à en parler en France, c'est que on ne sait pas du tout où en sont les enquêtes, aussi bien en France qu'aux États-Unis, sur les 1000 noms qui sont Et dans oui. ce qu'on appelle le carnet noir de Jeffrey Epstein, et qui avait été découvert en 2015. J'ai moi-même publié la liste des 167 Français ici, c'est dans mon livre, la liste des noms et de leur qualité de tous ces Français. On ne sait pas du tout s'ils ont été entendus par la police française suite à Parce que ça, l'enquête. c'est un carnet, vous parlez du carnet 2015, pour que ce soit bien clair pour tout le monde. C'est un carnet qui a été retrouvé, qui appartenait à Maxwell avec le nom de l'ensemble de ses clients. C'est ça, oui. C'est son ancien régisseur qui
qu'il a diffusé. Et, il y a toute la liste. C'était ses anciens contacts. Alors, on ne sait pas si c'est ses clients, mais ça mérite quand même une enquête. Une enquête, parce que, bon, évidemment. y compris, il y a Trump, il y a beaucoup de gens, de personnalités. Clinton, le prince Andrew, il y a quelques noms, évidemment, mais il y en a beaucoup d'autres. Hein. Oui. Parmi ces noms-là, ce ne sont pas forcément tous des clients du réseau pédocriminel de Jeffrey Epstein. Oui. Attention. Bien sûr, mais en tout cas, ça mérite enquête. Et ce qui est étonnant aujourd'hui, c'est vrai. Il n'y a pas d'enquête. C'est-à-dire qu'on parle des victimes, on parle de Ghislaine Maxwell, on parlait de Jeffrey Epstein. Enfin voilà, il y avait 3 personnes en fait qui ont été pour le moment inquiétées, avec Jean-Luc Brunel également, dont 2 qui sont décédés par pendaison étrange. Et puis, mais en fait, les clients, tout le réseau en fait, qui pour le moment n'est pas abordé ni par la presse, ça c'est clair, ni pour le moment par la justice. Et tout cela pose question. Alors, on fait un rapide point sur les informations car il est 8h sur Ligne Droite et puis ensuite on vous retrouve Jacques Thomas et Laurence Beneux qui nous rejoint. Je me tourne tout de suite vers Emmanuel Noël. Ligne droite, le témoin a dit la vérité, il doit être exécuté. La table ronde. Je rappelle pour ceux qui nous retrouvent seulement maintenant que Ghislaine Maxwell, donc la complice, ancienne compagne de Jeffrey Epstein, la complice également de Jeffrey Epstein, a été condamnée mardi de la semaine dernière, mardi 28 juin, à 20 ans de prison pour trafic sexuel de mineurs pour le compte du financier américain, donc Jeffrey Epstein. Elle a d'ailleurs prononcé de sa peine pour la première fois, puisque jusqu'à maintenant elle avait été restée très très froide, exprimer sa sympathie pour toutes les victimes. Je vous propose qu'on écoute l'une de ces victimes, Sarah Ransom, victime donc d'Epstein et de ce réseau, qui revient sur la décision de justice concernant Ghislaine Maxwell à la sortie du tribunal. J'ai passé les 17 dernières années de ma vie dans ma propre prison parce que elle, Jeffrey et les autres co-conspirateurs m'ont fait. J'ai été violée à répétition, j'étais violée parfois 3 fois par jour. J'étais pas la seule à aller sur cette île. Il y avait un flot constant de filles qui venaient et venaient encore. Ghislaine doit mourir en prison. Parce que moi, j'ai fait des allers-retours en enfer. J'avais 10 ans. J'avais 10 ans et c'était le temps de la durée de ce trafic. Voilà, elle avait 10 ans, elle a été violée à répétition, parfois 3 fois par jour, et elle n'était pas seule. Et elle ne cite pas que Jeffrey Epstein, elle parle de ses co-conspirateurs, donc de ce réseau dont il n'est pas assez question, je pense, et dans la justice et dans les médias. Et nous sommes ici pour en parler avec donc Laurence Beneux qui nous a rejoint. Bonjour Laurence Beneux. Bonjour. Vous êtes journaliste indépendante, auteur de ce livre, le livre de la honte, les réseaux pédophiles, aux éditions du Cherche Midi, et toujours avec Jacques Thomas, journaliste, ancien rédacteur en chef à l'AFP, auteur de ce livre, La pédocratie à la française, aux éditions Faber. Laurence Beneux, je voudrais vous demander d'abord ce que vous pensez de cette décision de justice des 20 ans, de 20 ans de prison pour Ghislaine Maxwell. En fait, c'est assez clément pour les États-Unis. Ça nous semble beaucoup parce qu'en France, on a l'habitude d'avoir des peines extrêmement légères. À la limite, elle aurait pu prendre du sursis en France. Mais à partir du moment où elle était déclarée coupable, c'est une peine relativement clémente. Elle aurait pu prendre... Alors, les mots du juge sont quand même assez forts de dire... du procureur fédéral, la peine prononcée aujourd'hui rend Ghislaine Maxwell responsable d'avoir commis des crimes odieux contre des enfants. C'est là on voit un message fort, dit-il, personne n'est au-dessus des lois et il n'est jamais trop tard pour la justice. On dirait presque un mea culpa de la justice. Oui, c'est ça, il dit ça. N'empêche que, je crois qu'elle en risquait 55. Oui. Et effectivement... Je crois que ça pouvait aller jusqu'à 50. 20 ans pour... à partir du moment où elle a été reconnue coupable de tous ces crimes, c'est pas tant que ça. Et sinon, par rapport à cette histoire de réseau, on parlait tout à l'heure des carnets qui sont inexploités, j'ai envie de dire comme d'habitude. Oui. Parce que... Mais ces carnets, aujourd'hui, sont en la possession de qui ? Donc ce sont les carnets de Jeffrey Epstein qui sont des carnets de contact, on n'est pas encore sûr que ce soit des clients, mais qui méritent enquête. Ils sont en la possession de qui aujourd'hui ? J'ose espérer, à partir du moment où ça circule partout, j'ose espérer que la justice, là aussi. Oui. Je veux dire, il y a quand même énormément de gens. Je crois qu'au départ, c'était Jacques, tu
m'arrêteras si je me trompe, mais il y avait un des hommes du personnel qui voulait le commercialiser. C'est ça. Mais bon, mais voilà. Après, donc évidemment qu'il n'y a pas qu'il y a pas que des pédocriminels là-dedans. Bon, cependant, mais on demande une enquête. Ah oui, d'autant que regardez surtout par qu'on exemple. sait bien qu'ils travaillaient en réseau. On sait bien que sur cette île, il y avait des clients. Oui, voilà. Et puis on sait bien aussi, par exemple, que Jeffrey Epstein, il aimait bien les massages, mais que c'était pas forcément pour son dos, c'était pas des kinés, quoi. Donc ça commençait d'ailleurs. En général, les viols des jeunes filles commençaient par des massages. Oui. Il y en a une qui racontait ça. Voilà. Donc quand on voit que dans ces carnets, il y a des tas de salons de massage avec des tas de numéros de téléphone, avec des tas de prénoms de jeunes filles, un peu partout, d'ailleurs y compris en France. Je sais pas, moi je serais un enquêteur normal, j'aurais envie d'aller voir ce qui s'y passe dans ces salons, dans ces salons de massage. Mais de toute façon, est-ce qu'on peut le dire que cette enquête, elle est comment dire, refroidie, on va dire, elle est freinée, c'est le moins qu'on puisse dire, par certains réseaux qui ne veulent pas que l'enquête avance plus loin. Rappelons quand même le cas de cette pendaison dans une prison ultra surveillée où normalement toute pendaison est impossible, strictement impossible. Là, je l'ai déjà raconté, mais il n'y avait pas de ronde, il n'y avait pas de caméra. Tout a été, les caméras, comme par hasard, ont cessé de fonctionner à ce moment-là. Donc clairement, il y a des gens. Et puis d'ailleurs, le frère de Jeffrey Epstein a fait, autopsier son frère décédé, et visiblement il y avait des signes d'étranglement. Donc bon, tout ça montre qu'on préfère que ces personnes soient mortes plutôt qu'elles entraînent toute une population avec elles qui, elle, est encore vivante et joue encore son réseau. Oui, mais je vous dis, c'est toujours comme ça. De toute façon, c'est étonnant. Déjà, on a dans des tas d'affaires pédocriminelles, on a des gens qui vont être condamnés éventuellement pour proxénétisme. Il n'y a jamais les clients. Déjà, il y a plus de 20 ans, moi je me rappelle, quand on avait donné les carnets dans l'affaire de Zandvoort, on avait donné les carnets de Gary Ulrich, ils ont été absolument pas exploités. Je veux dire, rien. Mais ça veut dire qu'au niveau de la justice, il y a de la corruption, et même à l'intérieur des prisons. Comment on peut expliquer qu'à l'intérieur... Là, j'en sais rien. On parle de la prison de Jeffrey Epstein, et puis il y a aussi cette prison de la santé, Jean-Luc Brunel. Hein. Oui, pareil, pendu. oui. Le sadique d'Apoigny, il devait être 5. Le sadique d'Apoigny, c'est pareil, quelqu'un qui faisait des choses épouvantables. C'était des femmes qui étaient enlevées, donc des gens venaient payer pour les torturer. Il y en avait qui étaient tués, après on les remplaçait. Donc voilà, c'était avec un tarif, la brûlure de cigarettes c'était tant, les enfin c'était affreux. Donc on l'a appelé le sadique d'Apoigny. Il a pris perpétuité. D'ailleurs, il est sorti il a fait moins de 10 ans en fait. Ah oui. Il est sorti au bout de moins de 10 ans, ouais. Ils auraient dû être 5 dans le box des accusés. Il était tout seul, les 4 autres sont morts. Ah oui. Et il a tenu un registre de clients. Et le registre de clients, au départ, n'a pas du tout été exploité. De toute façon, il a extrêmement rapidement disparu de la procédure. Il a été perdu. Ce que je veux dire, c'est que ce qui se passe... Comme les caméras de surveillance du Stade de France. Exactement. On perd des choses comme ça, c'est vraiment dommage. Ah, non, mais dans les palais de justice, c'est épouvantable. Et c'est toujours... C'est toujours comme ça. Et c'est vrai, je vous dis, dans des affaires qui sont beaucoup moins connues, beaucoup moins médiatisées, on continue à ne pas beaucoup aimer entendre parler de réseaux de toute façon. Et très vite, donc, il y en a un qui va se faire attraper, un deuxième éventuellement. Oui, alors si possible, on préfère qu'il meure par pendaison, mais quand ça fonctionne pas, en tout cas, il y aura pas d'enquête sur le réseau, quoi. Exactement. Quand même, exactement. Ouais. Alors par pendaison, dans le cas du sadique d'Apoigny, il y avait deux morts à l'arme blanche quand même. Mais voilà, on n'enquête jamais. Je veux dire, on peut condamner des gens. Mais les victimes, moi je comprends pas qu'elles posent pas cette question, les victimes là, on les entend pas parler aller chercher plus loin. Mais c'est très compliqué. Alors je sais pas, je suppose que c'est la même chose là pour le coup aux États-Unis, mais en tout cas moi je connais des affaires, donc dans d'autres, des affaires où en fait les victimes disent qu'il y avait d'autres victimes, parle d'une multitude de prédateurs. Oui, là, c'est ce qu'elle dit elle-même, hein, Sarah Ransom. Elle parle des mais à partir conspirateurs. Voilà.
Et bon, déjà, limite, on leur demande de prouver, de savoir tout, donc de faire l'enquête à la place des enquêteurs, des policiers. Et on les culpabilise si elles le font pas, ce qui est quand même extraordinaire. C'est-à-dire, en gros, ah oui, il était comme ça, ouais, bah donnez-nous un nom, bah, s'ils le connaissent pas. Enfin, vous voyez, c'est quand même dingue. Et puis sinon, on les dissuade d'en parler. Et si vous voulez, donc, les victimes, mais à partir du moment où les autorités veulent pas enquêter, qu'est-ce que vous voulez qu'elles fassent ? C'est ça le problème. Jacques Thomet, comment vous expliquez-vous que les enquêtes n'aillent pas du côté des clients, des co-conspirateurs, comme dit Sarah Ransom ? La réponse est déjà dans ce que vient de dire il y a quelques semaines Elon Musk, le patron de Tesla, a publié un tweet avec des photos de dinosaures en disant je ne saurais jamais, je ne verrai jamais ces choses-là, en montrant les dinosaures et une licorne. Il y a une photo, un dragon, un dinosaure, une licorne, et il dit voilà ce que je ne verrai jamais. Et puis il rajoute aussi l'icône, la liste des clients de Maxwell et Epstein. Donc, vous voyez un petit peu. Et là, encore hier, un grand champion de boxe tout à fait. De UFC, là, donc Israël Adesanya, qui a employé des mots assez violents justement pour dire où sont ces bon, excusez-moi, mais ces saloperies de pédocriminels sur les listes donc de Maxwell et de Epstein. Donc, ce qui est gravissime, c'est que le patron de Tesla, il met gravement en cause non seulement la justice, le département de la justice américaine, mais également les médias. Parce que les médias, si vous regardez bien cette information en anglais, elle n'est publiée par aucun de ces grands médias, style New York Times, Washington Post, Miami Herald. Et elle est juste publiée par des petits médias. Et c'est pareil en France. En France, les grands médias ne s'intéressent absolument pas à cette question. Vous imaginez que personne n'a été dans une conférence de presse avec Darmanin, lui demander où en est l'enquête qui a été ouverte en 2019 après la mort de Epstein, son présumé suicide, où en est l'enquête française. Rien du tout. Jamais une question est posée par les médias français pour lesquels j'ai les plus grandes réserves. Oui, pourtant vous êtes l'ancien rédacteur en chef de l'AFP. Mais écoutez, il n'y a aucune question qui est posée. C'est quand même flagrant, quoi. Oui. Donc, si il faut un libertaire comme Elon Musk pour oser poser cette question, un tout puissant également comme Elon Musk pour oser poser cette question. Et oui, en fait, je vais lire exactement son premier tweet avant celle où il a mis en effet ces icônes de dinosaures, de dragons, de licornes et de la liste de Maxwell et Epstein, en gros toutes ces choses qui n'existeront jamais. Il dit, il se demande pourquoi le département de la justice des États-Unis, donc le DOJ, il dit la seule chose plus remarquable que le fait que le DOJ, donc le département de la justice des États-Unis, ne divulgue pas la liste, c'est que personne dans les médias ne s'en soucie. Voilà, donc il met la justice et les médias dans le même sac, c'est-à-dire ces personnes qui refusent aujourd'hui de regarder et d'enquêter. Oui, c'est gravissime. Oui. Dès l'instant où les médias ne s'intéressent pas à ces sujets, et on connaît bien le problème en France, les médias ponctuellement, regardez, si on fait l'histoire, ils sont bien intéressés à l'affaire de Camille Kouchner. Oui. Ça nous remonte déjà à 18 mois. Vous voyez maintenant beaucoup de changements. Je vais vous dire, les changements, il n'y en a pas beaucoup. Vous prenez le mois dernier, 3 jugements en France de grands-pères pédocriminels qui avaient abusé, dont l'un qui avait violé sa fille, et 20 ans plus tard, les 2 petites filles. Ces 3 grands-pères dans 3 endroits différents de France ont bénéficié
d'un laxisme total de la justice, de notre justice, puisqu'ils ont été, ils n'ont eu que des peines de prison avec sursis probatoire. Vous imaginez, à 70 ans, on va leur apprendre que c'est pas bien de violer une gamine de 5 ans. Alors, il y a quand même des journaux qui font un peu leur travail. Il y a le journal Politico qui avait fait une révélation. Je crois que c'était l'année dernière. La fondation de Jeffrey Epstein aurait donné 57 $1 000 à une association gérée par plusieurs anciens collaborateurs et proches de Jack Lang. Ah non, c'était en 2018 en tout cas, c'est ce don. Voilà, publié par Politico. Et il se trouve que Politico enquête sur cette association étrange qui est censée être une association pour lever de l'argent pour financer un film une association culturelle. Et en fait, ce n'est évidemment, on voit que c'est une coquille vide. Il n'y a pas d'association à cette adresse. Les personnes concernées sont censées avoir fondé cette association ne sont même pas au courant de l'existence de cette association. Il n'y a que Jack Lang qui est quand même le plus au courant. Et lui dit si, il y a bien quelque chose qui va arriver. Un film, etc. Mais c'est, en tout cas, le film n'est jamais sorti ça mériterait enquête. On ne dit rien, mais on dit ça mériterait enquête. Ah bah oui, et puis le parquet financier aurait pu savoir quelles sont les raisons de cette amitié entre Jack Lang et Monsieur Jeffrey Epstein. Oui. Parce que je vous rappelle quand même, Monsieur Jack Lang a invité au 30e anniversaire de la pyramide du Louvre, Monsieur Jeffrey Epstein. Oui. Donc il y a quand même des liens. Il y a des liens qui sont officiels, avec des dons qui sont Jacques officiels. Lang devrait être entendu par les autorités. Et ça, est-ce que... Oui, Laurence Beneux, oui. Oui, je disais oui encore. Oui, c'est ce que je disais. À partir du moment, les victimes, à partir du moment où les autorités veulent pas enquêter, c'est extrêmement compliqué. Et c'est vrai que c'est pas. Mais elles n'enquêteront peut-être que quand les journalistes mettront la pression finalement. Oui, mais c'est quand même malheureux. Oui, mais est-ce que les journalistes mettent la pression? Non plus. De toute façon, en plus, les journalistes... c'est-à-dire qu'il y a quelques journalistes qui mettent la pression, le problème, c'est que c'est pas repris. Oui, s'ils sont trop isolés. Voilà. Oui. C'est un petit peu... Ça devient maintenant comme vous, un peu marronnier. Vous avez tous les deux écrit vous, Carl Zero, qui travaille régulièrement avec vous également. Mais voilà, c'est pas... D'ailleurs, je vais encore... là, je suis en train d'écrire pour le prochain numéro du magazine de Carl... encore un Xème article sur la question, sur le problème de réseaux pédocriminels. Donc c'est vrai qu'en plus c'est pas du tout assez repris. Donc il n'y a pas assez de pression populaire, mais c'est quand même malheureux d'un autre côté. Sur des choses qui sont aussi graves en Bien plus, sûr. qu'on en arrive à se dire. Il faut mettre une pression populaire sur les institutions. On est en train de parler de la sécurité. On est en train de parler de viol de mineurs. Bien sûr. Et là, même, dans cette histoire d'association, alors évidemment, le fait qu'il y ait eu des versements de fonds, ça ne prouve rien. Non. Cependant, je sais pas, au moins en tout cas, le parquet financier. Un versement de fonds, c'est dans une coquille vide. Voilà. Pas plus loin le parquet financier pourrait s'en occuper. Oui. Surtout que même il y a des contribuables qu'on emmerde pour beaucoup moins que ça qui apprécieront, quoi. Oui, rien qui vont se tromper sur des petits petits machins. Surtout que je crois que c'est le seul, expliqué Politico, le seul don qu'aurait fait Jeffrey Epstein en France. Donc ça mérite quand même d'être suivi. Oui, c'est le seul don connu. Après, il avait un appartement en France. Il venait souvent. Oui. Non, mais voilà. C'est pour ça que ce serait bien qu'on enquête en France de toute façon, parce que en général, les pédocriminels, ils sont pas pédocriminels dans un endroit et puis pas dans un autre. C'est un peu comme quand on parle du tourisme sexuel. C'est quand ils sont pédocriminels en Thaïlande, ils le sont aussi quand ils reviennent chez eux. Donc ils le sont partout. Il est extrêmement raisonnable. Rien n'autorise à penser qu'il n'y aurait pas eu autant de victimes ailleurs, en France qu'aux États-Unis. Alors, une question tout de même, c'est comment on arrive aujourd'hui, alors qu'on a toutes ces associations MeToo, toutes ces dénonciations tous les jours par des associations féministes. On en voit maintenant des personnes qui sont accusées, qui sont mises au banc de la société avant même qu'il y ait un procès, pour le coup. Donc ça peut aller aussi dans un extrême inverse. Et quand il s'agit d'éléments gravissimes et qui peuvent être sérieux avec des écrits et donc des possibilités d'enquête, rien ne se fait. Il y a vraiment ce décalage entre la scène médiatique, le MeToo et la mise au pilori et d'un autre côté les enquêtes de fond qui ne sont pas réalisées. Vous en parliez tout à l'heure pour Camille Kouchner et également pour l'affaire Epstein. Jacques Thomas, comment vous l'expliquez ça ?
Oh ben, on a un gros problème avec la justice, hein. Je crois que la justice est classée au dernier rang européen en matière de financement, en matière de personnel. Quand vous voyez le travail qui attendent les juges d'instruction, puis ça date pas d'aujourd'hui, hein. Rappelez-vous le C'est qu'une juge. histoire de fond, vous pensez? Ah oui, totalement. De Dès, fond. dès le départ. Il y a pas de Et fond. puis, dès l'instant où vous vous retrouvez dans cette situation, bah, c'est désespéré. Hmm. On est carrément dans le quart-monde, là, au niveau judiciaire en Oui, France. oui. Enfin, moi, je pense Dans pas que ce ce soit domaine. uniquement une question d'argent. C'est vrai Hmm. qu'il y a une question d'argent. Enfin, après, on peut se demander pourquoi est-ce qu'on donne aussi peu de moyens à notre justice. Hmm. C'est quand même, c'est vrai, puisque c'est vrai que la France dépense par citoyen moins que la Moldavie, hein, Hmm. pour la Oui, justice. oui. Oui, enfin pour Moldavie, la santé aussi, finalement pour voilà. beaucoup de choses, pour l'éducation, ça a l'air d'être le tiers-monde également, puisque maintenant on est obligé de faire des speed dating ou des cours à distance, C'est donc ça. Donc, on se demande où va l'argent, mais ça, c'est encore exact. Non, mais une autre table ronde ça. oui, Ouais. là on parlait du parquet financier pour Oui, l'association. Non, mais oui. effectivement, c'est un problème, c'est un problème très 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 important. Enfin, faudrait vraiment se mettre là-dessus. Mm. Mais enfin, reste que de toute manière, il y a une forme de complaisance, hein, il y a une forme d'indulgence par rapport Mm. à ce genre de crime, notamment Alors comment, est-ce en qu'on France. peut re-raconter un petit peu comment fonctionnait cette île, cette île de l'orgie, du malheur pour toutes ces filles-là? Comment fonctionnait ce réseau et comment fonctionnait Ghislaine Maxwell? C'est-à-dire qu'elle elle était rabatteuse pour des jeunes filles, mais comment une jeune fille, malgré tout, enfin, des mineurs, arrivait sur une île chez des inconnus? Comment elles étaient appâtées? Bah écoutez, je sais pas, il y a un documentaire tout à fait, une série documentaire tout à fait intéressante sur Netflix sur le sujet qui montre un petit peu tout ça. Mhm. Il y en a une par exemple, c'était au départ ça pouvait être le moyen de faire des études Mhm. ou il avait beaucoup d'argent. Oui, Donc il y avait une forme de gratitude, d'ailleurs éventuellement au départ une forme de confiance. oui. Et puis elle se retrouvait Donc à un tu vas moment, faire carrière avec moi, parce voilà. qu'évidemment c'est quelqu'un qui était très apprécié dans le milieu. Voilà, et puis donc après ça avait été, tiens, ça commençait, il veut des massages, ça dégénérait, et puis à partir du moment où elles étaient tombées dans la gueule du loup, en plus elles étaient chargées d'être rabatteuses à leur tour. Ah oui. Ou ah bah oui, d'ailleurs mais c'est très souvent aussi hein, dans ces Mais comment réseaux. elles étaient tenues? Pourquoi, par exemple, elles ont pu être pendant presque 10 ans violées sur Oui, une ils allaient durée de chercher la petite. Eh ben ça c'est tout le problème de l'emprise. Hmm. Mais c'est une des grosses difficultés d'ailleurs aussi des victimes, parce qu'en fait c'est une question qu'on leur pose. Hmm. Pourquoi t'es pas parti plus tôt? Pourquoi t'as pas parlé plus tôt? Pourquoi Hmm. voilà. Et en fait c'est tout le problème de l'emprise, Après, de il doit y avoir l'emprise des pressions. traumatique. Oui. Il doit exactement quand je dis le fait qu'on les fasse jouer les rabatteuses aussi. Hmm. Moi je pense que c'était pas forcément parce que ça faisait du personnel en plus. Ils avaient les moyens Oui, oui. d'aller trouver. Mais c'est aussi parce que c'est mettre en situation de culpabilité entre Oui, guillemets oui, oui. les victimes, et à partir de là elles rentrent dans un espèce de cercle vicieux dont il est extrêmement difficile de sortir. Dans les témoignages de rescapés de réseaux que j'ai eu, et j'en ai entendu beaucoup, Hmm. dès que toutes les victimes racontent à un moment des choses où on les met, dont elles se sentent coupables, où on les met en situation vraiment de se sentir coupables, où on leur fait faire des choses Hmm. d'une Ce façon, qui fait d'une qu'elles sont façon ou tenues d'une d'une autre. façon ou d'une autre. Oui, donc après ça rentre. Il y a quand même, et puis il y a des mécanismes il faut bien voir qu'il y a des stratégies de manipulation qui sont élaborées. Faut pas croire que c'est seulement au doigt levé avec des esprits, enfin des instincts pervers qui vont avoir un talent pour ça, un sens pour ça. Faut bien se rendre compte que il existe des stratégies de manipulation tout à fait scientifiquement entre guillemets élaborées sur lesquelles on travaille, enfin des gens travaillent depuis des décennies, enfin depuis très longtemps. D'accord. Jacques Thomas, une dernière question. Est-ce que toutes ces personnes qui sont allées notamment sur l'île Little St. James Island, hein, la fameuse île, est-ce qu'ils ont forcément été mouillés dans ces trafics? Est-ce qu'ils étaient forcément au courant? Ou est-ce qu'on pouvait y aller parce qu'on était mondain sans être mouillé? Ouais, c'était sinon complice, sinon participant, du moins conscient de ce qui s'y Parce qu'il y a produisait, énormément de monde qui est puisque allé sur cette île. Hein. Énormément.
Oui, vous avez Bill Clinton il a été répertorié à 26 reprises dans les livrets de bord des relations aériennes. Alors, 26 voyages, il n'a pas pu ne pas voir les jeunes filles mineures s'enfuir en courant parce que visiblement il était à bord. Ouais. C'est pas possible. En plus là-bas, c'est minuscule. Vous avez vu les photos de cette îlot. Il fait pas plus de 200 mètres de long, donc, ou 300 mètres. Ils ont dû se retrouver ensemble. C'est pas pensable. Donc, et bien sûr qu'il y a beaucoup de Français, vous pensez aussi aller sur cette île? Écoutez, il y a beaucoup de Français, en tout cas dans la liste du carnet noir de Jeffrey Epstein. Donc, oui, bien sûr que certains y sont allés. Vous avez quand même vous avez quand même des personnages assez importants dans ce carnet. Vous avez quand même Monsieur Édouard de Rothschild, qui a été dirigé le patron de Libération. C'est lui qui a fait partir Serge July à l'époque. Vous avez Nicolas Racheline, grand producteur de cinéma, petit-fils de Marcel Bleustein-Blanchet. Vous avez, c'est incroyable, Jacques Grange, grand décorateur, architecte d'intérieur de Yves Saint-Laurent, Pierre Berger, le couple maudit, dont vous avez dû entendre parler évidemment, puisqu'un livre affreux sur ce qui se passait entre ces deux hommes a été publié, et etc. On peut en parler jusqu'à demain. Il y a 167 noms. Oui, donc voilà, 167 noms. Pour le moment, une enquête. Il n'y a pas d'enquête pour le moment en France. Il y a une enquête qui a été ouverte en France en 2019. Il n'y a aucune information. Et encore une fois, aucun média ne pose la question aux instances sur ce dossier. Mais c'était une enquête autour de Jean-Luc Brunel, non, qui est mort, du coup, peut-être que l'enquête... Non, sur les éventuelles complicités les éventuelles victimes de Jeffrey Epstein en France. D'accord. On est en plein dedans. Vous vouliez dire un dernier mot, Laurence Beneux? C'était juste... Alors, il y a des associations qui avaient demandé... Oui, l'avancée. Cette enquête, oui. Mais c'est vrai qu'on a... Bon. On va se renseigner, surtout on va continuer de demander et d'en parler. Merci beaucoup en tout cas à vous deux. Je précise pour ce carnet noir qu'il ne s'agit que d'un carnet, qu'on n'est pas sûr que ces personnes aient elles-mêmes été des clients de Jeffrey Epstein, mais cela mérite enquête, cela mérite de poser des questions et il faut absolument en parler car c'est gravissime. Encore une fois, merci beaucoup Laurence Beneux. Je rappelle que vous êtes auteur de ce livre, le livre notamment, le livre de la honte, les réseaux pédophiles aux éditions du Cherche Midi. Ça fait 2 fois que j'y arrive pas. Et Jacques Thomet et votre livre La pédocratie à la française aux éditions Faber. Merci beaucoup à vous de continuer de sonner l'alerte sur ces choses très graves. Merci. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.